je suis accompagné de Gabriel. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi aussi. Bien aussi. On reprend après le congé de l'été, ça fait que ça va être plaisant, tout reposé, tout frais. Et oui. Nous recommençons avec MIP, qui est Microsoft Information Protection, qui est le module qui sert à appliquer une couche de sécurité supplémentaire sur l'information qui véhicule dans un tenant M365. Je vais commencer à décrire ça et à faire la démonstration quand il y aura lieu. Exactement. Puis je vais commencer en vous présentant une petite mise en contexte, en fait, parce que là, on a parlé depuis plusieurs interventions que j'ai fait avec toi de beaucoup de services. Et certainement que même en tant qu'expert M365, des fois, ça peut devenir mêlant. Fait que je me doute que des gens qui pataugent pas là-dedans au quotidien peuvent se demander un petit peu ça représente quoi Microsoft Information Protection dans tout l'écosystème. Donc, j'ai sorti des beaux schémas. J'ai aucun mérite là-dedans. Là. C'est des schémas de Microsoft. Donc, pour ceux qui peuvent voir mon écran, on a ici plusieurs pièces de casse-tête là, dans l'écosystème de sécurité des services Microsoft 365. Et vous pouvez voir en bas à gauche, donc tout ce qui est relatif au risque interne. On a Microsoft Information Protection and Governance. Puis là, il n'y a pas la notion de purview ici, mais purview, c'est un terme que vous allez entendre aussi souvent ou que vous allez voir dans les interfaces de Microsoft parce que maintenant, tout ce qui est relatif au service de conformité, donc DLP, Insider Risk Management, Information Protection, etc., ça a tout été renommé dans la grande famille des services Purview pour Microsoft. Et donc, on a déjà parlé à travers d'autres épisodes de Microsoft Defender for Office 365, Identity Protection, Defender for Identity, donc les autres éléments que vous voyez déjà à l'écran. Et ces éléments-là visent plus à couvrir tout ce qui est relatif typiquement au risque externe, là, selon ce qu'on peut voir, aux menaces externes, selon ce qu'on peut voir dans le schéma ici. Il y a un peu d'interne aussi là-dedans, là, c'est pas mutuellement exclusif nécessairement, là. Mais l'idée, c'est que Information Protection vient dans le fond mettre une couche de protection, comme ça dit dans le nom, dans le fond, là, au niveau des informations, donc des données, qui circulent dans un environnement Microsoft 365 et plus. Je dis et plus parce que Information Protection peut aller couvrir très, très large. Avec l'intégration qu'ils ont fait de ce qu'ils appelaient avant Azure Information Protection, qui peut aller aussi scanner les données qu'il y a au niveau de bases de données. Il y a un paquet de connecteurs différents avec Oracle, PostgreSQL, etc. Là. You name it, ça peut aller couvrir avec différents niveaux de correspondance en termes de fonctionnalité. Mais ça peut couvrir énormément de sources de données. Mais bref, à haut niveau, ça permet si je change de slide ici, ça permet de catégoriser les données. Donc, le premier point, Know Your Data, donc de savoir ce qu'on a dans l'environnement. Puis encore là, j'ai mis ma petite source ici, Microsoft. Je reprends leur beau schéma. Donc, la première étape avec ça ici, c'est que tu vas être en mesure de savoir dans ton environnement Microsoft 365, que ce soit OneDrive, SharePoint, Exchange, Teams, etc., quelles sont les données, les types de données qui sont présents dans l'environnement et qui circulent. Il y a moyen aussi d'aller déployer des éléments pour scanner ce qu'il y a on-prem. Donc, Microsoft s'est assuré d'avoir une carte dans sa poche pour couvrir pas mal n'importe quoi. Et puis du moment où on sait qu'est-ce qu'on a, on est capable d'aller appliquer ce qu'on appelle des étiquettes dans un environnement Information Protection. Donc, Microsoft Information Protection fonctionne beaucoup avec des étiquettes. J'en avais fait mention, je pense, lors de l'épisode où on a discuté du DLP. Oui. Ben oui, ça fait partie des composants utilisés pour le DLP et dans lequel on peut forcer l'application automatique d'étiquettes dans certains cas où
certaines fonctions supplémentaires par rapport à ça, parce que ça fait partie de l'espèce d'écosystème de protection. Comme d'ailleurs, tu le montrais dans ton graphe, c'est le deuxième volet, tu le volet DLP, donc ça fait partie de l'ensemble de ces mesures-là que Microsoft met à disposition justement pour qu'on puisse protéger correctement l'information. Puis on en parlait en plus chaud, l'information étant l'élément le plus important à protéger dans le contexte d'un tenant M365. Exactement. Puis comme on le sait puis qu'on le répète depuis longtemps, dans le fond, une des forces de Microsoft, c'est l'intégration là, à travers ses services. On le sait, donc au niveau de tout ce qui est étiquetage, classification des données avec Information Protection, ben, ils se sont assurés de pouvoir en tirer profit à travers tous leurs différents services, que ce soit Defender for Cloud Apps, qui peut utiliser aussi les étiquettes, le DLP, Insider Risk Management, etc. Donc, tout ça est capable de se parler et de tirer profit de ce qui est détecté par Information Protection. Donc, évidemment, tout ça pour dire que au niveau Protect Your Data, ben, une fois qu'on a scanné, qu'on sait ce qui est présent dans l'environnement, qu'on peut aller appliquer des étiquettes qui sont pas nécessairement impactantes ou qui amènent pas nécessairement de contrôle de sécurité en tant que tel, qui sont plus là à titre de classification, ben, on peut aller utiliser les étiquettes pour, oui, comme on l'a dit, avec le DLP ou Defender for Cloud Apps, etc., pour aller empêcher, par exemple, de sortir des données confidentielles ou un document qui a une étiquette confidentielle de l'environnement de l'organisation. Mais directement avec Information Protection, sans même déployer quoi que ce soit là, au niveau des services DLP, etc., on peut aller indiquer que telle étiquette va aller, par exemple, chiffrer le document et faire en sorte que quelqu'un doit avoir les autorisations nécessaires pour le déchiffrer et accéder au document. Donc, c'est un service qui est très puissant puis essentiel, dans le fond, là. Comme Nicolas, tu l'as dit, dans le fond, d'aller mettre la sécurité directement au niveau de la donnée, c'est l'idéal. On y va directement à la source. Mais d'expérience, il y a beaucoup de clients qui commencent en me disant je veux qu'on mette Information Protection, puis qui mettent ça en priorité. Puis la réalité, souvent, c'est que finalement, ça va être un des derniers éléments qu'on va mettre en place parce que bien que ce soit super important d'aller mettre ça directement sur la donnée, c'est un des services les plus complexes à déployer, selon moi. Oui, puis je corrobore ton expérience. La mienne est similaire à ça. Autant la volonté, c'est de protéger l'information, puis c'est très compréhensible à part du client. Mutuellement, il faut une maturité très grande pour en arriver là, parce qu'il faut connaître l'information où elle est située et déployer les systèmes et ne pas se blesser au passage. On en parlait un peu dans le DLP aussi, où des fois, on active des règles puis ça explose de partout parce que justement, on a été un peu trop motivé dans la façon qu'on l'a fait. Il faut l'encadrer correctement. Si c'est pas correctement réfléchi en amont, c'est différentes choses. Puis j'ai eu des expériences où des gens voulaient mettre des affaires tout à fait funky, puis essentiellement, ça empêchait les gens de travailler. Ah, exactement. Donc, faut le réfléchir correctement, puis aller doucement, puis quitte à le faire dans des environnements de test avant pour voir les conséquences. Il y a un des éléments que j'avais trouvé très drôle, puis ça, c'est une anecdote d'expérience. J'avais des gens qui voulaient des contrôles X définis avec des étiquettes. OK, ben je peux les mettre en place. J'ai zéro problème avec ça. Là, technologiquement parlant, ça va très bien. Je vous avertis cependant, c'est pas comme ce qu'on est habitué. On peut faire comme aujourd'hui, ça me tente pas, ça marchera pas, ou je vais être capable de le contourner facilement. L'application des mesures techniques, elle est réelle, rigide. Donc, ils se sont rendus compte à l'intérieur de 24 heures que les étiquettes qu'ils avaient demandées spécifiquement, malgré mes avertissements, j'avais fait un projet pilote avec les personnes qui le demandaient pour qu'ils puissent goûter aux effets réels que ça a, et ils ont constaté qu'ils sont pris dans une forme de prison qui leur empêchait littéralement de travailler convenablement parce que les autres, ils pensaient que c'était comme, ou c'était des mesures molles, disons, qu'on pouvait tasser à volonté quand dans les faits. Et puis c'est bien aussi que les contrôles rigides soient ça. C'est ça l'objectif, qu'on arrive à un setup où quand on dit l'étiquette, le document ne doit pas sortir de l'organisation, ben que le document ne sorte pas de l'organisation réellement, pas parce que l'utilisateur décide aujourd'hui moyen, ben non, c'est des règles de gouvernance en haut de l'organisation qui déterminent ces éléments-là. Exactement.
Fait que, tu sais, je pense que c'est bien de commencer en donnant un petit peu ce petit disclaimer-là, dans le sens que oui, on veut pas discréditer le service, c'est extrêmement important, puis c'est super pertinent de déployer ça. Ne serait-ce que de déployer ce qu'il faut pour être en mesure de classifier la donnée, découvrir ce qui est présent puis ce qui circule dans l'environnement sans nécessairement avoir d'impact au niveau utilisateur. Ensuite de ça, du moment où on souhaite commencer à protéger, chiffrer, faut faire attention puis commencer petit. Là. Alors, on veut pas. Si on se définit une stratégie pour aller taper large au niveau de je vais chiffrer tous les documents qui a des informations sensibles dans mon environnement, là, c'est sûr qu'on va frapper un mur selon moi, comme tu l'as mentionné. Et d'autant plus que oui, il y a le volet rigide de la solution, mais il y a aussi le fait que, encore là, sans vouloir discréditer la solution, on voit que un peu comme plusieurs solutions Microsoft, là, ils ont fait plusieurs acquisitions, plusieurs développements en parallèle, puis ils ont rabouté ça, là, veut pas, en une solution. Puis des fois, on voit qu'il y a des éléments qui sont pas nécessairement intuitifs ou qui ont des comportements pas exactement fluides. Je pense notamment au fait que quand tu vas aller, par exemple, étiqueter, chiffrer un document au niveau du client lourd Word, tu veux envoyer le document par courriel à quelqu'un qui le reçoit sur mobile, tu peux avoir des comportements particuliers là, lorsque tu essaies d'accéder au document à partir d'un appareil mobile ou ce que ça se fait, mais c'est pas intuitif nécessairement. Ouais, c'est un peu plus compliqué. Puis tu me rappelles aussi un autre élément qui est que les gens qui est contre-intuitif parce que les gens ont l'impression qu'on quand on applique les étiquettes d'un niveau central, on va être capable de répertorier les documents qui sont labellisés. La réalité c'est que c'est non, mais il faut avoir la licence E5 qui permet un certain nombre de discovery. Mais la réalité c'est que les étiquettes sont autoportantes, c'est-à-dire qu'elles sont appliquées sur le document et c'est tout. Il n'y a pas de registre central de tous les documents qui ont été où une étiquette a été appliquée. Il y a des outils avec le E5, entre autres, qui permettent de répertorier ce qui est vivant dans le tenant. Mais si le document n'existe pas dans le tenant, par exemple, ou ne vit pas dans ce genre de choses-là, on ne pourra pas le voir, cette étiquette-là, parce que puis de façon technique, c'est le document lui-même qui est chiffré avec du metadata en en-tête du document qui lui permet de repérer l'étiquette qui a été créée avec un GUID et non le nom. Ça, c'est un autre aspect aussi important. Puis je le dis d'avance parce que les gens ne pensent pas quand on modifie une étiquette d'un point de vue central, c'est pas rétroactif parce que les étiquettes sont autoportantes. Il faut réappliquer la nouvelle étiquette sur les nouveaux documents. E5, encore une fois, par des outils pour faciliter le travail, mais l'étiquette demeure autoportante. Elle réfère à un GUID dans le metadata du document qui réfère dans Azure pour justement retrouver le policy qui existe. Et dans le fond, techniquement, il existe toujours parce que les choses deviennent quasi éternelles dans ce contexte-ci. D'autres disclaimers très importants à maîtriser pour l'avoir vu des situations où ça a été un peu plus complexe. Oui, tout à fait. Exactement. Si on est dans un environnement super hétérogène, ou plutôt homogène, où ce que tout le monde est sur du Windows avec les clients lourds et puis qu'on n'utilise pas nécessairement de type de fichier trop, qu'on reste plus au niveau de la suite Office, PDF à la limite, puis que on communique pas trop à l'externe et tout ça, là, OK, ça peut bien se faire aussi. Ça dépend toujours de l'environnement, du contexte de l'organisation. Mais ouais, donc ici, juste pour conclure, là, ce qu'on voit au niveau de ce schéma-là, qu'est-ce que ça implique le service? Donc, Know Your Data, on va scanner, on va pouvoir classifier. Avec la classification, la mise en application d'étiquettes, on a le volet Protect Your Data, comme on l'a mentionné, où on peut mettre en place du chiffrement, mais il y a aussi le volet qui est moins impactant, qui peut être intéressant. Qui peut être intéressant de dire du moment où ce que j'ai une étiquette confidentielle qui s'applique sur un document, ben, je vais avoir dans les en-têtes ou dans le bas de page ou en filigrane en arrière-plan du texte qui m'indique clairement pour mes utilisateurs que c'est un document sensible. Prevent Data Loss, qui est la troisième étape. Donc là, on est vraiment au niveau DLP, notamment avec l'intégration dont on a déjà fait mention. Je dis DLP, mais c'est ça. On peut même directement dans Exchange aller se faire des règles de transport
qui vont aller cibler le GUID, justement, si tu détectes que tel GUID d'étiquette au niveau d'un courriel, parce qu'on parle beaucoup de documents, mais on peut appliquer des étiquettes sur des courriels aussi. Eh bien, on va faire en sorte qu'il peut avoir tel ou tel comportement. Donc, ça peut devenir une condition au niveau de règles dans Exchange aussi. Et finalement, le volet Govern Your Data. Donc, au niveau de ce volet-là, les étiquettes vont faire en sorte qu'on peut aller déterminer tel document. Dans le fond, tous les documents avec une certaine étiquette doivent être supprimés après un certain nombre de temps, etc. Parce qu'encore une fois, on a la notion d'étiquette de rétention dans un environnement information, ou plutôt Microsoft 365, et on peut réutiliser cette classification-là à ces fins de gouvernance de la donnée dans l'environnement. Donc, dernière petite slide de mise en contexte global. Dans le fond, je l'ai mentionné à plusieurs reprises déjà, là, le volet intégration avec les différents services, mais l'idée ici, c'est que au centre, on peut voir qu'on a tout ce qui est Sensitivity Labels, donc l'application d'étiquettes. Encore une fois, je n'avais fait mention lors de l'épisode sur le DLP, mais lorsqu'on met en place des étiquettes, on peut publier les étiquettes. Je vais vous le montrer lors de la démonstration, ce que ça implique. Là. Mais on peut publier des étiquettes à certaines bases d'utilisateurs pour dire voici les utilisateurs qui peuvent appliquer ces étiquettes sur des documents, des courriels, etc. On peut aussi faire en sorte que des étiquettes s'appliquent automatiquement lorsque certains types de données sont détectés dans le courriel ou dans le document. Donc, que ce soit confidentiel ou peu importe. Et je vous avais montré déjà comment aller créer un type d'information sensible. Donc, évidemment, par défaut, dans l'environnement, il y a des types d'informations sensibles qui existent, que ce soit données comme des cartes de crédit, numéro d'assurance sociale canadien, etc. On peut utiliser ces types d'informations sensibles qui sont déjà disponibles dans l'environnement par défaut pour aller faire en sorte que des étiquettes soient appliquées automatiquement dès que ces types d'informations sont détectés. Et on peut aller s'en créer. Donc, on le voit ici, custom. On peut faire ça par expression régulière, dictionnaire, etc. Donc, si vous voulez revoir le détail de comment on peut aller faire ça, puis où ça se trouve, vous pouvez retourner voir l'épisode sur le DLP dans lequel on a couvert déjà ce point-là. Et encore une fois, tout ça s'intègre avec, on a parlé DLP, ça couvre aussi le volet Endpoint DLP, que les étiquettes vont pouvoir être prises en compte pour dire très concrètement, là, si j'ai un document qui a une étiquette confidentielle dessus, ben je vais t'empêcher de faire en sorte que tu puisses le prendre puis le mettre sur une clé USB avec le Endpoint DLP ou l'imprimer sur telle imprimante. Maintenant, on peut aller dire je permets les documents confidentiels d'être imprimés sur cette imprimante-ci, mais pas sur les autres. Donc, ça peut aller très granulaire par rapport à ça. C'est pertinent dans certaines organisations parce que tu veux peut-être pas que dans une clinique médicale, des documents sensibles soient imprimés 3 étages plus haut. Puis que, bref, il y a certains contextes où ça peut avoir du sens d'aller jusque-là. Donc, sans plus attendre, je pense que on peut aller dans l'environnement. Je vais changer le partage pour aller dans ma petite machine virtuelle. Et voilà. Ça fonctionne? Oui. Merveilleux. Donc, bienvenue dans mon environnement de démonstration. Ici, comme le DLP et tous les services Purview, on va pouvoir aller travailler Information Protection principalement à partir de compliance.microsoft.com pour la configuration et la mise en place. Donc maintenant, Microsoft a pas mal tout intégré à ce niveau-là. Auparavant, on devait passer aussi par le portail Azure pour le volet
justement, comme je l'ai mentionné tantôt, le déploiement d'un scanner pour scanner les documents plus on-prem, etc. Maintenant, ça peut se faire tout à partir d'ici. Cela dit, pour si vous avez des bases de données, des bases de données de tout type, là, que ce soit du Oracle, SQL, etc., il y a le volet plus Azure Information Protection que on peut utiliser pour aller scanner ces types de sources de données-là. Puis ça va se retrouver dans un portail Data Governance et puis plus dans Azure en tant que tel. Donc, ça fait pas encore, c'est pas complètement intégré au niveau du portail ici, mais le gros de ce qu'on va souhaiter faire, typiquement tout ce qui est relatif à Microsoft 365 et des scans de serveurs de fichiers on-prem, ça va se passer dans compliance.microsoft.com. Donc, si on va ici dans la section Labels, ben, la première chose qu'on peut faire au niveau de Microsoft Information Protection, j'en ai parlé beaucoup déjà, c'est l'utilisation d'étiquettes. Donc, on peut se créer des étiquettes. Là, vous voyez que dans mon environnement, j'en ai déjà quelques-unes. Bonne pratique de base pour Information Protection. Un des enjeux principaux de cet outil-là, de ce service-là, c'est tout le volet gestion du changement. Okay? Parce que concrètement, ce qu'on souhaite faire quand on déploie Information Protection, on souhaite faire plusieurs choses. Là. On souhaite avoir de la visibilité sur les données, donc cartographier les données qui sont présentes dans l'environnement, etc., puis mettre en place la protection. Mais on souhaite aussi, typiquement, responsabiliser et sensibiliser nos utilisateurs par rapport à la donnée qu'ils traitent dans leur quotidien. Et la façon qu'on les responsabilise, ben, c'est notamment en faisant en sorte que nos utilisateurs aient à mettre une étiquette, puis à se poser la question, quel est le type de données que je traite dans mon courriel, dans mon document, etc. Si on veut que ce soit un succès, typiquement, on veut que notre utilisateur ait à se poser le moins de questions possible pour faciliter l'adoption parce que l'enjeu principal, comme on en a encore une fois parlé avant l'enregistrement, c'est typiquement tout ce qui est gestion du changement, adoption de la solution par les utilisateurs, parce que c'est pas nécessairement intuitif pour les utilisateurs, pas nécessairement évident de naviguer et d'utiliser cette solution-là. Donc, si on peut faire en sorte qu'il y ait à se poser le moins de questions possible, donc quand on parle d'étiquettes, de déployer le moins d'étiquettes possible pour nos utilisateurs, ça va déjà faciliter un peu la situation. Autrement dit, ne pas publier des dizaines d'étiquettes puis faire en sorte que lorsqu'un utilisateur crée un document Word, il a à se poser la question de OK, j'ai 25 étiquettes de dispo. C'est très facile de tomber dans l'exagération de ce côté-là pour l'avoir vu, effectivement. Puis en plus, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut mettre des étiquettes. Ils ont des hiérarchies. Ouais. Tu peux avoir des sous-étiquettes. Tu peux avoir un niveau de complexité très, très élevé dans lequel tu peux aller. Et justement, il faut éviter de le faire parce que même si c'est possible, c'est peut-être pas une bonne idée parce on va faire mal à nos utilisateurs au passage. Puis donc, pas réussir une bonne gestion du changement pour justement l'adoption, puis l'adoption volontaire des utilisateurs et non imposée, comme j'ai déjà vu dans certaines organisations. Là. Exactement. Exactement. Tu sais, donc, habituellement, un sweet spot intéressant, c'est 4-5 étiquettes là, pour un utilisateur. Il n'est pas dit qu'on peut pas en avoir plus que ça dans l'interface ici, dans le sens que ici, c'est l'endroit où on va créer les étiquettes. Mais c'est pas toutes les étiquettes qu'on a ici que mes utilisateurs vont voir parce que vous voyez ici à gauche, Label Policies, j'ai parlé de publication d'étiquettes. Vous voyez le bouton ici en haut, là, Publish Labels. Une fois qu'on a créé nos étiquettes, les utilisateurs ne les voient pas encore. On va devoir les publier et dans une stratégie de publication, on indique à quel utilisateur on publie quelle étiquette. Donc, on peut avoir différents ensembles d'étiquettes pour différents types d'utilisateurs. Ça, c'est des choses que j'ai vues. Tu sais, par exemple, je
je pourrais même avoir un sous-ensemble d'étiquettes spécifiques pour les RH ou pour les différents départements de mon organisation. Quand on ne veut pas nécessairement trop complexifier la chose, mais l'idée, c'est qu'on peut publier différents types d'étiquettes à nos différents utilisateurs. Donc, typiquement, ce qu'on voit dans un environnement qui peut avoir du sens, là, c'est d'avoir à minima une étiquette publique pour être capable d'identifier les documents, les courriels qui sont de nature publique, interne et confidentielle. Souvent, on va avoir un hautement confidentiel ou secret ou peu importe la taxonomie qu'on veut y donner. Là. Parce que d'expérience, en tout cas, souvent, ce qu'on va faire, c'est que public, interne, confidentiel, on est plus dans de la classification, de la sensibilisation des données, puis du hautement confidentiel, ce genre de choses-là, ben, on va aller appliquer du chiffrement. Donc, on va aller mettre une mesure de protection qui vient avec l'étiquette, contrairement aux autres types d'étiquettes. Encore là, c'est des exemples. C'est hautement personnalisable, tout ça. Donc, si je vous montre rapidement de quelle façon est-ce que ça se passe lorsqu'on crée une étiquette, on choisit un nom qui est parlant. On a un champ de description pour les utilisateurs. Concrètement, ce qui se passe au niveau de nos utilisateurs lorsqu'on a ce champ de description-là, ça va leur permettre de comprendre ce que l'étiquette implique. Donc, vous pouvez voir ici, je viens d'ouvrir un document Word, et puis on me demande d'appliquer une étiquette. Puis lorsque je garde mon curseur là, sur le nom d'une étiquette, ça vient de me dire, la description de cette étiquette-là. Ensuite, on peut appliquer une couleur, etc. Donc, beaucoup d'options à ce niveau-là. Donc, je vais juste avec standard test. Pas mon bouton Next en bas qui est là d'habitude. Scope directement, non? OK. Voilà. Ensuite, on va indiquer sur quel type de données est-ce qu'on peut appliquer l'étiquette que je suis en train de créer. Donc, comme je l'ai mentionné, il y a les fichiers, les courriels. Maintenant, Microsoft permet d'appliquer des étiquettes aussi directement au niveau de rendez-vous, donc de tout ce qui est meeting dans Teams, dans Outlook. On a la notion d'étiquette aussi sur des groupes Microsoft 365, directement sur des Teams, sur des sites SharePoint. Donc, concrètement, le comportement va un petit peu dépendre de la nature de ce sur quoi on applique une étiquette. Mais typiquement, c'est surtout au niveau fichier et courriel qu'on va vouloir déployer le tout, dans le sens que habituellement, l'objectif qu'on a lorsqu'on déploie des étiquettes, c'est vraiment d'aller mettre en place de la sécurité ou de la cartographie, etc., au niveau de la donnée en tant que telle. Et lorsque ça c'est fait, convenablement, il y a moins de valeur, là, dans le fond, à aller appliquer le tout sur des groupes ou des sites, etc., étant donné que d'aller mettre en place de la protection, par exemple, d'empêcher le partage à partir d'un site SharePoint X parce qu'il a telle étiquette, ça revient moins efficace, tant qu'à moi, que de dire j'applique les étiquettes convenablement au niveau de mes documents directement, puis un document qui a une étiquette confidentielle, j'empêche de le partager à l'extérieur de mon environnement, plutôt que d'y aller par site. Mais bref, l'option est là. Et il peut y avoir des contextes certainement où ça peut être pertinent d'y aller avec cette approche-là. Et puis bon, il y a Schematized Data Assets, comme vous pouvez voir en bas, en mode preview, donc tout ce qui est data map, SQL, Synapse, etc. Et donc, you name it, on peut aller déployer la solution à ce niveau-là aussi. Ensuite, on va aller déterminer quel
contrôle de sécurité on souhaite appliquer avec l'étiquette. Donc, on a parlé de chiffrement. Ici, on peut aller cocher le chiffrement ou non. Content marking, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, d'aller mettre des en-têtes, des notes de bas de page, texte en filigrane, etc. C'est ici que ça va se faire. Donc, mettons que je mets Apply or Remove Encryption pour vous montrer ça ressemble à quoi lorsqu'on fait cette option-là. Au niveau du chiffrement, encore là, on peut personnaliser de quelle façon est-ce qu'on souhaite faire en sorte que l'étiquette applique du chiffrement. Je m'explique. Vous voyez ici, Assign permissions now or let users decide. Lorsqu'on indique que mon étiquette va appliquer du chiffrement et protéger le document ou le courriel sur lequel elle est appliquée, on peut faire en sorte que, d'un point de vue administrateur de la solution, je vais aller indiquer ici, avec Assign Permissions Now, quels sont mes utilisateurs ou mes groupes qui ont les permissions de déchiffrer les documents ou les courriels qui ont l'étiquette en question. Ensuite de ça, bon, s'il y a des changements à faire, s'il y a des nouveaux utilisateurs ou nouveaux groupes qui devraient être autorisés à effectuer le déchiffrement, on peut aller modifier au niveau de la configuration de l'étiquette pour aller gérer les autorisations ici. Donc, il y a une certaine gestion à faire ici au niveau des étiquettes lorsqu'on vient appliquer le chiffrement. Maintenant, il y a l'option aussi Let users assign permissions when they apply the label qui existe et qui peut être intéressante dans certains contextes. Ça vient enlever la charge au niveau de l'administrateur et faire en sorte que l'utilisateur, c'est plus fluide pour lui, il y a plus de liberté, il n'y a pas besoin de passer par un administrateur pour aller modifier les autorisations au niveau de l'étiquette pour faire le déchiffrement. Donc, l'utilisateur, au moment où il applique l'étiquette, il va pouvoir aller dire voici telle adresse courriel. Donc, je dis adresse courriel, mais tu choisis dans le fond les utilisateurs qui sont autorisés, donc tu y vas par adresse courriel pour aller identifier tes utilisateurs qui peuvent aller effectuer le déchiffrement du document ou du courriel. Maintenant, faut être conscient que tout ça ici peut avoir, si je reviens un peu à ce qu'on disait plus tôt, des comportements un peu moins intuitifs, dans le sens que ça a l'air super là, quand on met ça ici comme ça, puis merveilleux, je déploie ça, puis mes utilisateurs vont pouvoir gérer tout ça facilement. Mais la réalité, c'est qu'il y a un paquet de limitations qui vont faire en sorte que d'un point de vue gestion du changement puis adoption de la solution, c'est moins évident. Pour donner un exemple, cette fonctionnalité-là fonctionne avec la suite Office installée en mode client lourd sur un poste. Maintenant, si mon utilisateur est en mode online, donc au niveau Word Online ou peu importe, ça va pas fonctionner. Au niveau mobile, si je me trompe pas, il y a certaines problématiques avec ça aussi parfois. Et parfois, c'est ta géométrie variable, de mon expérience. Ouais, c'est ça. Ça dépend du type de document, ça dépend du type d'appareil, ça dépend du type de permissions aussi qui sont appliquées. Fait que si l'utilisateur commence à être funky, ça se peut que ça vienne briser du certain fonctionnement ou certains fonctionnements attendus, parce que des fois, c'est les attentes des utilisateurs sont pas conformes avec les libellés qui sont mentionnés. Fait qu'il y a peut-être un certain problème de ce niveau-là. Fait que c'est très complexe. Mm-hmm. Moi, je laisse peu l'utilisateur choisir ce genre de choses-là parce qu'on se ramasse avec plus de problèmes que de solutions. J'en ai vu se peinturer dans le coin qui sont même, je pense, littéralement expulsés du document. Ils ont pas été capables de réouvrir après. On a eu de la perte de documents. On a eu des situations très complexes. Et le dit panneau qui est là quand on a la deuxième option, Word PowerPoint, quand on vient demander à l'utilisateur c'est quoi, ben la quantité de privilèges, c'est très granulaire. C'est génial. Mais dans les mains d'un utilisateur, cette granulalité-là pose des surprises. Ah, tout à fait. Ouais, c'est ça. Puis, je veux dire, même pour quelqu'un qui est tech savvy, entre guillemets, là, des fois, il y a des comportements que tu te demandes qu'est-ce qui se passe puis pourquoi ça marche pas. Donc, de se rendre à quelqu'un qui est moins de facilité en technologie, là, puis qui
ça peut être très fastidieux de se rendre jusque-là, en effet. Donc, mais pour revenir sur le point que tu as mentionné, quelqu'un qui s'embarre à l'extérieur de son document, ça aussi, c'est des choses que j'ai pu déjà voir. Cependant, il est à noter là, que c'est assez simple d'aller débarrer un utilisateur ou d'aller retirer une étiquette, dans le sens que il y a un rôle qui existe dans Information Protection, c'est super user, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un administrateur général dans l'environnement peut aller, c'est pas actif par défaut ce rôle-là, donc il faut qu'il ait se l'activer, notamment via PowerShell, le rôle super user. Puis du moment où ce que l'administrateur général s'est activé ce rôle-là, il peut aller retirer des étiquettes sur les documents pour justement aller reprendre le contrôle là, sur les documents que quelqu'un s'est embarré, ou il peut avoir la situation aussi de quelqu'un qui a mis des étiquettes, qui a choisi les permissions, qui a fait en sorte qu'il y a juste lui, par exemple, qui est en mesure d'accéder aux documents ou certaines personnes. Et puis, cet utilisateur-là, par exemple, quitter l'organisation, ben, pour être en mesure de reprendre le contrôle sur ces documents-là, ben, cette fonctionnalité existe dans l'environnement. Donc, au moins, on n'a pas ce risque-là en tant que tel là, de complètement perdre l'accès à des documents à cause du chiffrement. Ah ouais, j'ai pas sélectionné. Bon, mettons qu'on dit Assign Permissions Now. En fait, plutôt que de rentrer dans ça, je vais juste le retirer. C'était simplement pour vous montrer ça ressemblait à quoi. Ensuite de ça, ben, on a Auto-Labeling for Files and Emails. Donc, ici, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on peut aller faire en sorte que notre étiquette s'applique automatiquement sur des fichiers ou sur des courriels. Donc, du moment où on vient cocher ça ici, ben, on peut aller déterminer certaines conditions. Et puis, dans le fond, c'est exactement le même interface ici là, que ce qu'on avait pour le DLP. On va indiquer certains groupes, certains types d'informations sensibles ou des trainable classifiers. Donc, de la même façon que pour le DLP, on a tout ce qui est là par défaut. On peut se définir des types d'informations sensibles personnalisées, les mettre ici. Et on sélectionne l'action par la suite. Donc, du moment où on a du contenu qui correspond à ce qu'on a dans nos conditions, ben, on vient automatiquement appliquer l'étiquette, ou on peut recommander à l'utilisateur d'appliquer l'étiquette. Donc, on peut guider notre utilisateur encore une fois, avec une approche de responsabilisation de nos utilisateurs et de sensibilisation, comme je le mentionnais tout à l'heure, sans dire que notre utilisateur est impacté par nécessairement des mesures de protection en tant que telles. On vient le guider là-dedans pour qu'ils comprennent qu'il y a un rôle à jouer dans la protection des données dans l'environnement. Certains paramètres qu'on peut aller mettre en place pour des groupes, pour des sites. Donc, je ne m'étirerai pas ici en tant que tel, mais on a des contrôles justement sur le partage externe, comme je le mentionnais tout à l'heure, aller empêcher de partager vers l'externe à partir d'un site SharePoint, etc. Encore une fois, la notion de auto-labeling, mais pour cette fois-ci, les Schematized Data Assets. Et bon, une fois qu'on a passé à travers tout ça, on peut aller créer notre étiquette. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, du moment où l'étiquette est créée, ben, il n'y a pas personne qui est capable de l'appliquer parce que l'étiquette n'a pas été publiée. On doit aller publier l'étiquette ou les étiquettes à l'ensemble d'utilisateurs qu'on souhaite qu'ils puissent aller appliquer tout ça. Donc, ça vient nous guider là, directement dans l'interface ici à créer une politique de publication, ou non, si on ne veut pas le faire tout de suite. Et donc, là, j'ai mon test qui est même pas là, en fait. Celle-ci, c'est celle qu'on vient de créer, test. Donc, si je fais Publish Label, Choose Sensitivity Label to Publish. Ah, OK, elle vient d'arriver. Donc, on vient sélectionner les étiquettes qu'on souhaite publier.
Et puis, on peut y aller par unité d'affaires ici. Ça, c'est un concept qui peut être utilisé. Sinon, on passe par utilisateur et par groupe. Donc là, ici, je vais le laisser simplement all users pour dire que tout le monde dans mon environnement va pouvoir utiliser cette étiquette-là. Dans la politique de publication, il y a certains autres éléments qu'on peut aller configurer par rapport à l'utilisation des étiquettes qui sont publiées à même la politique. Notamment ici, on peut voir Users must provide a justification to remove a label or lower its classification. Donc, ça peut être intéressant d'aller demander une justification pour qu'une étiquette soit retirée. Donc, pour donner un exemple concret, on peut faire en sorte, comme on l'a vu au niveau de nos étiquettes, qu'une étiquette, par exemple, confidentielle, soit appliquée automatiquement du moment où un NAS, par exemple, est détecté à même un document. Et puis, si l'utilisateur souhaite retirer ou diminuer le niveau de l'étiquette, il va devoir aller indiquer une justification. On peut faire require users to apply a label to their emails and documents. Donc, si on veut forcer que des étiquettes soient mises en place, c'est ici qu'on va pouvoir l'exiger. On a la notion d'étiquette au niveau de Power BI. Si on veut aller utiliser Information Protection pour ce volet-là, encore une fois, tout s'intègre dans Microsoft 365, donc on peut aller le faire au niveau de l'espace de travail Power BI, parce que concrètement, tout ça, c'est des groupes Microsoft 365 en arrière. Et puis, il y a la notion d'envoyer un lien à une page d'aide personnalisée aux utilisateurs si jamais ils ont des problématiques. C'est le genre de choses qu'on peut faire. Ici, dans la stratégie de publication, il y a moyen d'aller dire est-ce que je veux par défaut appliquer une étiquette? Puis, comme je le mentionnais tout à l'heure, dans le fond, on veut faciliter la vie de nos utilisateurs, on veut faire en sorte qu'ils aient à se poser le moins de questions possible, tout en travaillant à les responsabiliser. Habituellement, ce que je recommande par rapport à l'application par défaut d'étiquette, étant donné que de façon générale, des utilisateurs ne créent pas tant de nouveaux documents que ça dans une journée, comparativement à des courriels, par contre. Je vais recommander de ne pas nécessairement mettre d'étiquette par défaut sur les documents pour que mes utilisateurs se demandent quelle étiquette est-ce que j'applique au niveau de mon document, quel type de données va se retrouver dans mon document. C'est généralement moins impactant. Par contre, pour les courriels, étant donné que, encore une fois, de façon générale, il y a beaucoup plus de rédaction, de création de nouveaux courriels dans une journée pour un utilisateur lambda. Souvent, ce que je vais recommander, c'est d'aller appliquer une étiquette par défaut sur des courriels. Donc, typiquement, soit public ou interne, si les gens ont plus tendance à communiquer à l'interne dans votre organisation, on peut aller mettre une étiquette qui va, dans le fond, dès qu'un utilisateur crée un nouveau courriel, il va avoir cette étiquette-là qui est sur son courriel. Donc, ici, par exemple, j'ai mon test là, que je peux aller mettre. On pourrait dire same as document si vous en mettez sur les documents. Et là, dès qu'un nouveau courriel va être créé, bien, il va avoir l'étiquette test dessus. Puis, si l'utilisateur souhaite le changer, il va pouvoir le faire manuellement. Évidemment, on veut quand même que l'utilisateur, s'il y a de la donnée confidentielle dans son courriel, ait le réflexe d'aller changer l'étiquette, d'aller faire ce travail-là. D'où l'idée aussi de mettre de pair avec ça les autres notions qu'on a vues, comme recommander à l'utilisateur d'appliquer une autre étiquette si des NAS sont détectés ou ce genre de choses-là dans ses documents ou ses courriels, etc. On peut faire en sorte que les étiquettes soient héritées des pièces jointes. Donc, ici, l'idée là, de Email inherits highest priority label from attachments, c'est de dire que, OK, mon courriel, peut-être que par défaut, j'y mets une étiquette publique, mais s'il y a une pièce jointe que mon utilisateur met au courriel et que cette pièce jointe-là, c'est un document Word avec une étiquette confidentielle, ben, la priorité va à l'étiquette confidentielle qui est dans mon document Word. Donc, mon courriel va hériter aussi de cette étiquette confidentielle.
Donc encore là, on peut avoir cette notion de recommander à l'utilisateur plutôt que de l'appliquer, de le forcer automatiquement. Il y a la même notion pour les meetings, pour Power BI, etc. Donc encore une fois, tout le catalogue de services là, se joint à la parade. J'ai déjà une politique qui s'appelle test. Je vais ajouter des caractères. Erreur que je ne comprends pas en ce moment. C'est peut-être juste que ma session a sauté en parallèle. Ah non, gars, il l'a créé. Bon. J'en comprends que Ouais, si je fais c'est des problèmes de synchronisation des informations. C'est un peu drôle. Là. Mais ça, et voilà. ça faut s'y faire à ce genre de choses-là. C'est habituel dans les environnements qu'il y a des fois des petits lags de... Ouais, c'est ça. Donc, si on va dans Label Policies à gauche, on vient de voir là, que ma stratégie de publication vient d'être créée. Et donc, tous mes utilisateurs vont être en mesure d'utiliser l'étiquette de test que nous avons faite. Donc, de façon générale, c'est ce qu'on c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir aller travailler Information Protection pour la gestion, l'utilisation, la publication des étiquettes en tant que telles. Maintenant, on peut par la suite voir au niveau de mon Content Explorer, mes Activity Explorer et tout ça, c'est les sections qu'on a vues aussi là, lorsqu'on a parlé de DLP. Ben, quelles sont les étiquettes qui ont été déployées et puis qu'est-ce qui est présent dans mon environnement. On a moyen d'aller valider tout ça. Et dans la section Settings, je vous ai parlé tout à l'heure du volet On-Prem, d'aller pouvoir scanner tout ce qui est serveur de fichiers, tout ça. On a Information Protection Scanner qui est disponible ici. Et si on rentre dedans, dans le fond, ça ici, ce que ça va permettre, parce que par défaut, quand on met en place les étiquettes et tout ça, ben, vous avez vu qu'il y a moyen d'aller le déployer pour différents types de services, mais ça ne va pas aller couvrir évidemment là, tout ce qui est on-prem. Donc, on couvre vraiment plus Microsoft 365 par défaut avec la solution ici. Mais il y a moyen d'aller faire en sorte qu'on déploie un scanner et que ce scanner-là puisse aller même appliquer des étiquettes au niveau de nos fichiers qui sont découverts sur nos serveurs de fichiers on-prem. Cela dit, on pourrait aller creuser ce point-là dans un prochain épisode. Oui, absolument. De toute façon, on est déjà rendu pas mal au bout de notre temps. Il restait essentiellement la distinction des clients MIP, AIP à exécuter pour justement parce qu'il y a des distinctions importantes puis des confusions peut-être à clarifier, en tout cas du moins à la date de l'enregistrement. Là. Tout à fait. Oui, exactement. Il y a le volet scanner on-prem, puis il y a le volet aussi, peut-être que ça vous dit quelque chose, là, mais il y a l'outil maintenant intégré à la suite Office qui permet d'aller appliquer des étiquettes, puis je vous montrerai la prochaine fois directement encore là dans la suite Office de quelle façon ça se comporte dans l'explorateur Windows et au niveau des documents PDF. Mais il y a aussi, dans certains cas, l'utilisation de ce qu'on appelle le Azure Information Protection Unified Labeling Client, qui est déprécié depuis 2022, si je ne me trompe pas, mais qui est encore utile parce que il y a certaines fonctionnalités qu'il nécessite en prérequis, notamment le scanner on-prem qu'on peut voir à l'écran. Ce client-là est nécessaire pour que ça fonctionne. Bref, faire la distinction entre les deux comportements, entre le client natif installé directement dans la suite Office versus le client Azure Information Protection
on pourra en discuter la prochaine fois. Oui, très intéressant. Beau tour d'horizon, c'est des outils très puissants, très utiles. Puis on parlait, même s'il y a des petits knick-knacks, faut faire attention. Il demeure que c'est très, très pertinent comme outil. Même à certains égards fondamental dans la protection des données, parce que la plupart des organisations ont un peu d'informations sensibles à protéger dans tous les cas. Fait que de mettre ça en place, ça devient, tant qu'à moi, primordial pour la plupart des organisations, justement, pour réussir à mettre en œuvre. D'expérimenter aussi, il y a des choses on n'est pas allé en détail. L'exemple des courriels extérieurs, quand on envoie un courriel à l'extérieur d'un tenant, ça, c'est des petits knick-knacks qu'il faut tester parce qu'il faut comprendre le fonctionnement. Si on envoie un courriel à un autre tenant, là, ça va fonctionner, ça va être transparent. Si on envoie un courriel, par exemple, à une personne qui est en dehors, qui n'est pas dans un tenant M365, là, il y a un autre comportement. Ouais. Tout dépendant si c'est chez Google, c'est Gmail, ou si c'est littéralement un fournisseur courriel qui n'est pas supporté par ça. Donc, ces comportements-là, ça, c'est possible, mais il faut que les utilisateurs soient au courant de l'effet que ça a parce que ça pourrait créer des surprises. Parce que si tu envoies un courriel chiffré, par exemple, protégé par MIP, ben, le destinataire va recevoir probablement un courriel d'Azure, Information Protection ou Microsoft, tout dépendant et qui dit d'aller sur un portail en question pour accéder au dit courriel. Fait qu'il faut informer les gens. Puis aussi, il faut informer les gens puisque les malveillants ont compris ce comportement-là. Ouais. Ils l'utilisent pour amener sur des sites malveillants. Fait que c'est juste de savoir que ces notions-là sont présentes pour accompagner les personnes extérieures à l'organisation dans laquelle on veut transmettre des documents protégés, mais justement pas qui ne tombent pas dans le piège ou justement qui sachent comment détecter qu'il y a un piège ou qu'il n'y a pas de piège. Puis pour l'anecdote, je me suis déjà fait prendre sur un courriel comme ça, que je reçois un courriel, dit vous avez une communication chiffrée. Ben oui. Ça se pouvait. Je suis rentré, puis je me suis fait... ouais, puis le pire, c'est que en parallèle de tout ça, il a été su depuis déjà plusieurs mois maintenant là, que le protocole de chiffrement utilisé par Microsoft pour chiffrer les courriels est pas sécuritaire. Donc maintenant, la façon de mitiger ce risque-là, c'est de forcer l'utilisation du portail sécurisé. Donc, parce que dans le fond, si tu fais pas ça, quand tu envoies à une autre organisation Microsoft 365, ben, de façon native dans Outlook, il va le déchiffrer, mais on recommande de désactiver ce comportement-là puis de forcer de passer par le portail. Mais bref, ouais. Ben, c'est des analyses de risque qui sont spécifiques, mais oui, effectivement, c'est merveilleux à l'intérieur d'un même tenant. À l'extérieur de celui-ci, il faut évaluer les comportements justement pour voir si ça atteint les besoins de l'organisation et ça protège adéquatement l'information telle que désirée. Exactement. Ouais. Fait qu'on va conclure sur ça. C'est encore super chouette comme épisode avec ces démos-là, puis c'est la façon de voir comment ces outils-là se répercutent dans notre quotidien. Je te remercie énormément pour ce partage. Ben, ça fait plaisir. On se reparle bientôt pour la suite. Oui.